L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis d'être avec vous pour une bonne demi-heure dans l'univers de ceux qui vont au bout de leurs idées, qui changent votre quotidien, comme celui qui a développé la saison des champignons en toute saison, non plus en sous-bois mais en sous-sol. Les grands chefs ne peuvent plus s'en passer. La cueillette des déchets est-elle toujours plus florissante? C'est triste, mais en faisant l'affaire de tous, ce Grenoblois fait changer les mentalités. Et quand l'automne raccourcit vos journées et ternit le ciel, notre herboriste a toujours une recette magique pour garder le moral et surtout la santé. Tilleul, passiflore et autres ashwagandha sont les rois et les reines de la saison. On va en savoir plus auprès de vous, Stéphane Rossi, bienvenue. Merci, bonjour. Notre chroniqueur santé par les plantes, pharmacien herboriste qui va nous faire autant d'effets en fin d'émission. Parce que votre herboristerie s'appelle Autant d'effets. Voilà, Exactement. le temps d'effets. Voilà. On peut l'entendre comme on veut. C'est ça, et on l'aime toujours autant, Merci. ce petit nom. Petit geste, grande conséquence. Raoul Uru veut un effet papillon géant pour le respect du cadre de vie. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Ouais, ça va? Merci. Merci. Merci d'être à nouveau parmi nous. On Oui. s'était déjà connus il y a 5 ans. Vous organisez des collectes joyeuses, plutôt, de déchets en forêt, en chemin et même en Afrique avec votre association Je m'attaque au stock de déchets plastiques. Et dans les forêts libérées de plastique, il vous sera plus simple de dénicher vos champignons préférés. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste de la cueillette, Maxime vient les faire pousser directement chez vous. Bonjour Lucille. Bonjour C'est Maxime Boniface, bienvenue. Vous êtes cofondateur de Champiloup et directeur général de cette société qui est née d'une intention gourmande et écologique à la fois. Ouais, toutes ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant et dont on pourra parler pendant l'émission. Bien sûr. Alors, Champiloup a tout de suite cueilli les récompenses. Lauréat d'un appel à projet européen, Innotrophée de l'économie sociale par la CCI de Grenoble, Rotary, Groupama, vous en avez eu plein et ça ne s'arrête plus. En quoi elle est originale et vertueuse, votre démarche? Ça n'existait pas auparavant, en fait, de faire pousser des champignons dans un sous-sol, dans un garage ou même chez soi? Je pense que ça existait déjà. Il y en a déjà qui le font en France, même faire pousser des pleurotes et des shiitakes, ça se fait un peu partout dans le monde. Nous, on a vraiment apporté une touche complète à tout cela. C'est-à-dire qu'on va s'implanter dans des quartiers politiques de la ville, on va fabriquer nos propres substrats pour être en économie circulaire, on va, malgré nos gros volumes de production, 3 tonnes par mois à peu près, maintenir une commercialisation en circuit court. Donc on a 85% en Isère, un peu en Savoie aussi. Et tout ça, voilà, avec une très grande proximité de nos clients. On a aussi un aspect pédagogique très fort. Des collégiens, j'ai même fait des ateliers pour des EHPAD. Et ça, c'est très important pour nous. Donc c'est une approche complète, je pense, qui a su parler à toutes les personnes qui nous ont récompensés dès le départ. Et ça nous a énormément aidé à nous lancer. C'est à la fois le produit et tout ce qui est tout autour. Alors c'est vrai qu'il y a des champignonnières dans des caves. Vous avez investi un ancien parking politique de la ville, comme on le dit, c'est à Saint-Martin-d'Air. C'est à Saint-Martin-d'Air, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites pousser des shiitakes et des pleurotes dans des substrats, on l'a compris, que vous faites vous-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ces substrats? C'est du recyclage? Oui, en fait, un substrat à champignons, les champignons qu'on fait pousser, donc les saprophytes, ils recyclent dans la nature les matières organiques mortes. Donc c'est eux qui créent le humus. Nous, on va faire pousser nos champignons sur de la paille, de la sciure de bois. Et petite trouvaille locale, on met aussi des tourteaux de noix et des tourteaux de colza ou de tournesol qui vont venir vraiment vivifier cela. Des tourteaux? Tourteaux, oui. En fait, c'est le résidu de la farine. Donc, quand on va presser les noix ou le tournesol, etc., il va y avoir une petite farine. Toutes ces fibres, en fait. Voilà, qu'on peut aussi utiliser pour des crêpes, par exemple. Et c'est très, très bien pour le mycélium. Ça fait des super substrats. D'accord. Alors, le mycélium, on va comprendre le secret parce que c'est pas les mêmes pour les deux. Il y a des pleurotes et des shiitakes. Voilà. Alors, pleurotes. C'est bon. Ça, c'est un mycorhizien, c'est ça? C'est aussi un saprophyte. C'est un saprophyte. Bon, oui. alors,
Hop, le mycorrhizien. C'est aussi un saprofite. Ah d'accord, donc En les fait, deux... le parce que- mycorhizien, ce sont des champignons en symbiose avec un végétal qu'on ne peut pas faire pousser. Ceux qui poussent au pied d'un arbre, par exemple, Voilà, dans les forêts. c'est ça. Nous, on ne peut pas reproduire cet écosystème si riche. Donc, on fait pousser. Ils poussent en fait voilà, vraiment sur la paille, la sciure de bois. Et donc, les deux là sont des saprophytes. Donc, et ça fonctionne bien, ils s'adaptent bien. Alors, et expliquez-nous déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi les pleurotes et les shiitake? C'est donc les mycorhiziens, on ne peut pas les faire pousser. Et ensuite, dans les saprophytes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notamment ceux-ci, mais aussi les champignons de Paris, qui sont beaucoup plus compliqués à faire pousser. Et aussi, il y a une concurrence étrangère très forte qui ferait on serait moins rentable en fait à notre échelle de petits producteurs à faire du champignon de Paris. D'accord. Et les pleurotes et shiitake sont dans le monde les deux champignons les plus produits au monde après le champignon de Paris. Donc, on s'est focalisé sur ces deux champignons-là et ça marche très bien. Et c'est très bon aussi en plus. C'est vrai que super bon. voilà, ça plaît quand même. Alors la pleurote, elle divise un peu. Bah, les gens C'est disent parfois qu'elle a un goût un peu moins prononcé, ce qui est vrai. Pourtant, Moi- elle sent plus fort. Hein, Ouais, là, moi, je préfère le pleurote parce que c'est un champignon qui se marie avec tous les plats. J'ai C'est dit, elle beaucoup- divise. C'est le pleurote. Voilà. Un Mais pleurote. on peut, même nous, on se trompe de temps en temps. Le pleurote se cuisine beaucoup plus facilement. C'est pour la cuisine du soir, par exemple. Moi, je préfère ça. C'est très rapide. Il y a juste à les filocher comme ça à la main et ça se cuit en 10 minutes. Et c'est pratique. Alors, votre production, elle est quand même conséquente dans ces locaux grandeur nature. C'est très joli, d'ailleurs, aussi. Ça, ce sont dans les locaux de Champiloupe. Ça, ce sont les shiitake. Ça, c'est les shiitake, ouais. Ouais. Ça, c'est des Qui poussent sur ce images- gros nougat, on dirait. C'est ça, on dirait un gros nougat. Et après, quand il est un peu plus vieux, ça brunit. Mais en fait, ça, donc, c'est la champignonnière des Bains. Donc, c'est une ancienne glacière du 19e siècle qui a été réhabilitée en 2016 par une association de jardins partagés des Bains. Qu'on a ensuite on a repris l'exploitation. Et après, depuis 2023, on est donc dans un ancien parking aussi à Saint-Martin-d'Hers. Donc, on a 2 champignonnières. Il a fallu aussi s'agrandir, puisque vous avez connu beaucoup de succès. Combien de tonnes est-ce que vous produisez chaque année? On produit. L'année dernière, on a sorti 28 tonnes. 28 tonnes Ouais. de champignons, tout champignons. confondu. Hein. Ouais. Et en plus, vous pouvez permettre à tout un chacun de pouvoir faire pousser ses champignons chez soi, C'est ça. avec des petits kits On aussi. vend qu'on des peut- kits à faire pousser des champignons à la maison. Ça marche très bien, notamment sur le marché de Noël, sur lequel on sera à Victor Hugo avec la marque Isère, les producteurs locaux. Sinon, c'est aussi sur notre boutique en ligne. On fait aussi des ateliers pédagogiques dans notre champignonnière, où il y a une visite de la champignonnière. Les participants fabriquent leur propre substrat et repartent avec pour faire pousser 6 semaines après, dans leur cuisine, les champignons, les pleurotes en l'occurrence, et on finit par une dégustation. Ils mettent quoi alors dans le substrat, comme on l'a dit Paille, toujours sciure de bois, tourteau, et après le mycélium, donc, qui est entre grands guillemets la graine de champignon. Donc, en fait, c'est le corps du champignon qui est sur des grains, on met ça dans le substrat et ça pousse ensuite. Et donc, parmi vos clients, des grands chefs du territoire qui nous livrent leur tour de main dans le Champicook. C'est une auto-édition de 200 pages, 50 recettes de 22 chefs, des recettes parmi lesquelles le tostiloup qu'on voit ici, les asperges vertes pleurotes et son œuf parfait du père Gras, qui est tellement belle cette recette, ou encore la fameuse terrine du Fantin. Vous n'avez pas forcément eu à chercher loin pour satisfaire les envies des clients des restaurants. Vous avez tout de suite eu le gros coup de cœur de ces restaurateurs. Pour le livre ou de manière générale? En général. Ce sont ces chefs qui vous donnent les recettes Ouais. et ils les ont faites pour vous, avec les C'est ça. champignons Champiloup. De manière générale, nos champignons, on sait maintenant qu'ils ont une très grande qualité. Par le nombre de clients, on a 130 clients en direct et même plus via nos distributeurs qui sont très satisfaits, qui sont très réguliers. Et donc, on est sûr de la qualité. Donc, on est vraiment super content. On a donc Stéphane Froidevaux qui nous a proposé une superbe recette dans ce livre. On était d'ailleurs ensemble à 38 à table pour l'observer. Stop, on peut la regarder? Regardez, parce Bien que sûr. ici, il y a dans le livre, regardez là la recette pour vraiment comprendre qu'avec ça, on peut cuisiner des trucs magnifiques et très vite. J'ai à peu près moitié champignons de Paris, pleurote. D'accord. Ok. Là, je vais prendre j'ai 120 grammes de volaille, Fleur de sel. fleur de sel. C'est petit peu de important de bien assaisonner au départ parce que c'est elle qui va assaisonner toute la terrine. Là, je vais mettre les champignons. Je vais rajouter un tout petit filet de crème, c'est pour détendre un œuf, un jaune. Quelques pistaches, des pruneaux.
Je mets une première moitié. Une Au couche de milieu, pleurote. je mets quelques petites pleurotes. Là, je mets le reste de l'appareil. On part pour à peu près 45 minutes de cuisson. Mais comme c'est beau, Les abricots un secs, petit filet d'huile de noix, tu vois. Ouais. Il est là, Stéphane Froidevaux, le chef de Télé Grenoble étoilé du Fantin à la Tour, en plein, le seul chef étoilé d'ailleurs de Grenoble. Si vous n'avez pas retenu tout ici, vous pouvez déjà aller sur le site de Télé Grenoble, 38 à table. Toutes les recettes sont en ligne et également écrites. Vous pouvez les suivre. Ou bien sûr dans le Champicook ou Champicook. Le Champicook. Oui, Hein, c'est je vais y ça. arriver. Avec bien sûr tous les chefs qui vous expliquent toutes les démarches. Il y en a quand même un certain nombre. Et c'est vrai que Stéphane Froidevaux nous a dit que ça n'a rien à voir. Les champignons de Champiloup n'ont rien à voir. Ouais, je me souviens bien, il avait dit que c'était le jour et la nuit. Donc ça nous avait vraiment touchés. C'était vraiment une très grande reconnaissance que Stéphane Froidevaux dise ça de nos champignons. Donc on est hyper contents et ça nous encourage à produire le plus possible, à toujours avoir cette qualité de service. Qu'est-ce que vous êtes brillant? Vous avez quel âge? J'ai 27 ans et je vous remercie. 27 ans. Mais c'est moi qui vous remercie de venir et ça fait déjà au moins 4-5 ans quand même que vous tournez avec cette aventure. Donc vraiment une démarche qui est très vertueuse et courageuse d'ailleurs aussi. Et on espère qu'elle ira encore plus loin, bien sûr. Merci pour les champignons. plaisir. Et donc le Champicook qu'on trouve... Dans notre site internet, Sur votre site, on peut sur le des commander. librairies aussi, librairie Artaud, librairie des sites, librairie des Alpes, librairie du Square, d'autres librairies qui arriveront et aussi des épiceries partenaires. L'œuf cocotte, il doit être magnifique. Merci beaucoup. On continue la cueillette tout de suite, mais pas la même. Et ouais, c'est devenu un sport national, non pas de jeter ses déchets par les fenêtres de sa voiture ou autre. Ça, c'est malheureusement le cas depuis bien, bien longtemps. Mais la tendance, elle est à joindre l'utile, voire l'indispensable, au loisir. Ça s'appelle par exemple le plogging, qui est un sport où on court et où on remplit les sacs, ou simplement des balades en famille et entre amis avec un sac à la main. C'est cette formule, vous, que vous encouragez, Raoul Uru? Alors nous, le plogging, c'est super intéressant. Ça vient de la contraction entre le suédois plog et jog, courir, ramasser. Moi, à l'origine, j'ai commencé comme ça, mais en fait, devant la masse énorme, inouïe de déchets plastiques présents dans les espaces naturels du monde, de partout, eh bien, on doit s'arrêter. Là, tous les ramassages qu'on fait, on en a fait 75, hein, et donc on est des dizaines, parfois plus, et on est sur un site. Et malheureusement, on n'a pas le loisir d'aller courir. Mais d'aller alors, voilà. d'où elle est partie cette idée à vous de ramasser les déchets et d'organiser des balades où on ramasse les déchets? Pourquoi? Alors, quelle expérience vous avez avec les déchets? Moi, c'est une expérience, j'ai commencé en 2010, donc lors de vacances à l'océan. Un jour, je vais me baigner donc loin dans les dunes. Et Vous êtes il y a basque beaucoup de hein, vagues. d'origine, on peut le dire. Je Voilà, sais pas ce qui, basque d'origine. quel est Mais le- là, je n'étais pas dans le Pays Basque, on était au sud de Rochefort. Et on passe par des dunes dans lesquelles personne ne va. Et qu'est-ce qu'on voit là? Une constellation de déchets plastiques, mais de tout type, de tout type. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'en ai ramassé quelques-uns, je suis allé me baigner dans les hautes vagues, tout ça, etc. Le soir, je suis rentré avec ma compagne, j'avais mes plastiques sous les bras. Le lendemain, je me suis dit, je vais prendre un sac, et ainsi de suite. Et donc, sur plusieurs années, j'ai dû extraire, avec d'autres personnes qui se sont agrégées à moi, pas loin de 400 sacs de 200 litres de déchets plastiques, hein, également du microplastique, le fameux microplastique. Et consécutivement à ça, en 2020, on a eu l'idée de créer une association. C'est ça. Je m'attaque au stock de déchets plastiques. Exactement. Alors, c'est parti, donc on a compris de votre propre constat, ou d'autres sales constats, Oui. hein, comme plutôt dire. Et donc, vous, qui sont ces gens? Comment est-ce que vous faites pour les mobiliser? Comment est-ce que ça s'organise? Qui Alors, sont-ils, ces gens? Alors ces gens, ils sont de toute origine sociale, de tout âge. Par exemple, on a un jeune stagiaire de 3e qui habite à Vif, Roland, je ne dirais pas son nom, mais qui a 84 ans. Et Ok. alors moi je l'appelle le stagiaire 3e pour les Antais, bien sûr, hein, il adore ça. Mais il a 84 ans, il vient quasiment à chaque ramassage, il se donne de la peine et il ramasse quand même. Il y a des jeunes, des enfants qui ont 6-7 ans, des moins jeunes, des milieux sociaux très différents et ils sont issus de différentes communes, de l'agglomération quand on le fait en France ou alors de villes ou de villages quand on le fait en Afrique. Et ça, vous avez votre réseau, bien sûr. Vous leur proposez, ce sont souvent les mêmes aussi que vous retrouvez dans des lieux. Alors, c'est souvent autour de la Franche Verte, à Échirolles,
notamment Échirolles, à Briey. Bresson, Briey, Pont-de-Clé, le campus universitaire, donc Montbonneau, Vif, toute l'agglomération, la large agglomération de Grenoble est malheureusement concernée par une pollution aux déchets plastiques et autres types de déchets, parce qu'on ramasse également d'autres déchets. Voilà. Mais alors, il y a aussi les services de propreté urbaine qui font un gros boulot. C'est pour les aider. Est-ce que ça reste limité? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas tout faire? Non. Nous, on ne va que dans les espaces naturels où les services de propreté urbaine ne vont jamais. Ils ne peuvent pas aller sur des... nous, par exemple, quand je ramasse l'été sur les plages de la Matte et Ronces-les-Bains, la commune, elle fait, je crois, 30 km². Il doit y avoir 3-4 agents techniques. Ils n'ont pas les moyens logistiques, les moyens financiers et en ressources humaines pour aller et ramasser ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes de déchets. Donc, c'est là la carence, et suite au constat de cette carence que nous, associations, composées exclusivement de bénévoles, vous avez raison, on a un groupe de bénévoles, heureusement, on a une vingtaine de bénévoles sur l'agglomération de Grenoble qui sont quasiment présents à tous les ramassages, et ils ne ménagent pas leur énergie, leur peine, mais sont toujours souriants, parce qu'un ramassage, ok, c'est vrai que nous, on ramassait des champignons, ça serait superbe, malheureusement on ramasse des déchets, mais on le fait toujours dans le sourire, et je peux vous dire que les gens qui font un ramassage, à l'issue du ramassage, on fait toujours un petit apéritif convivial. Normal, c'est normal. Il y a toujours un café, un ramassage, et après on discute. Eh bien, lorsque les gens mêlent leur impression, leur vécu, eh bien, on est tous très contents. Très contents. On peut quand même avoir l'impression que ceux qui vont se promener en forêt ont un certain sens du respect de la nature, puisqu'on parlait de la propreté urbaine en milieu urbain, ça peut être la ville et ses limites. En forêt, vous allez ramasser en forêt. Aujourd'hui encore, on jette sa bouteille en forêt? Alors c'est l'origine de cette masse énorme et inouïe de déchets, elle est multiple. Il y a bien sûr le promeneur négligent, ça, on ne pourra jamais l'empêcher. C'est comme celui qui balance sa clope par la voiture, c'est pareil, ok. Non, le problème, c'est que c'est le résultat d'une sédimentation qui a 60, 70 ans. Nous, on retrouve des objets, ce cycliste-là, ce petit cycliste en plastique, il date pas de... C'est pas un promeneur qui avant-hier l'a jeté. Alors attendez, bougez plus, je pense qu'on va arriver à zoomer dessus. C'est un tout petit cycliste. On dirait qu'avec vous, en fait, on ouvre la boîte d'Amélie Poulain, là. Oui, absolument. Mais si vous saviez tout ce qu'on ramène, dans mon garage, il y a des cartons entiers. Là, regardez, bougez pas, regardez, on le voit bien là. Regardez ce petit vieux cycliste. Le cycliste, celui-là, il a 30, 40. On fait plus des jouets comme ça. On trouve, regardez, ce petit chamois de nos régions. Alors, malheureusement, c'est du plastoc aussi. C'est du plastique. Rapprochez-le du petit. Voilà. Rapprochez-le bien. Donc, les deux jouent ensemble, d'ailleurs. On peut jouer. Oui, parce que c'était des jouets. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a davantage d'éducation? Oui, à l'époque, malgré tout, oui. Ou alors ça peut tomber des poches, on joue quand on fait un pique-nique et puis ça traîne. Non, mais là, la masse est tellement inouïe que ce sont des dépôts sauvages volontaires qui ont été, qui se sont réalisés durant les 6-7 dernières décennies. Nous, on trouve des objets typiques des années 60-50. Là, vous montrez un autocollant qu'on a trouvé dans la forêt de Pont-de-Clé. C'est un autocollant total, en parfait état de conservation. C'est l'autocollant de l'Euro 84. Regardez l'état de conservation. On l'a trouvé à peu près à 25... C'est Marie-Ange qui l'a trouvé à 25 cm de profondeur. Il est dans un état parfait de conservation. C'est un témoin de l'état de dégradation. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est un témoin visible. Là, ce que vous avez rapporté là, justement. Ça, ce sont des microplastiques. Le microplastique, le plastique déchet, il est considéré comme microplastique lorsqu'il a une taille, une dimension inférieure à 5 mm. On dirait des petits cailloux, là, ce que vous nous avez rapporté. C'est des petits... En fait, alors, il y a beaucoup de pelés. Les pelés, c'est la matière de base de l'industrie du plastique. Tous les objets en plastique qu'on utilise au quotidien, ils sont extrudés, c'est toute une série de modes de fabrication. À l'origine, il y a des petits pelés comme ça. Il y a des millions de tonnes qui sont produits chaque année de pelés, qui sont produits au Brésil, en Inde, en Chine, qui traversent les océans dans des conteneurs. Et ces pelés, les conteneurs, on le sait très bien, lors de tempêtes, de vagues scélérates, il y a des conteneurs qui tombent, on ne sait même plus où ils sont passés, et dedans, il y a des millions de pelés. Et ces pelés, ensuite, sont débarrassés, et on les retrouve sur les plages, dans l'eau de mer. Et il y en a des milliards, ça se compte en milliards. Et là, ce sont des micros, il y a aussi les nanoplastiques. Alors, il y a aussi des nanoplastiques. Le nanoplastique, on rappelle aux spectateurs, 1 nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas
à l'œil nu. Alors, le nanoplastique à la grande... Vous savez, les déchets plastiques, les particules plastiques, on en ingère environ 163 000 par an. Ça a été démontré. Soit on les ingère dans la nourriture, dans l'eau, etc., soit on les inhale. Voilà, à peu près. Comme les paillettes. Voilà, comme tout ça, etc. Parce qu'on ne les voit pas. Mais le problème des nanomètres, c'est qu'on ne les voit pas. Et la grande intelligence des nanomètres, si on peut parler d'intelligence, c'est qu'eux, ils entrent par la peau. Tellement qu'ils sont petits. Ils entrent par la peau. Donc, chaque année, on ingère des milliers, des dizaines de milliers de particules plastiques. Et nous, on essaye d'aller extraire ces déchets avant qu'ils ne deviennent microplastiques. Parce que pour ça, pour l'extraire, il faut quasiment des passoires, des tamis. Oui, et on a compris que, alors ça, c'est pas forcément marrant de ramasser ces toutes petites particules, mais finalement, vous jouez un petit peu la chasse au trésor, parce que c'est pas l'intention, j'imagine, de jeter ce petit jouet, c'est un objet perdu, c'est un objet oublié qui est tombé, mais c'est une manière aussi assez ludique, finalement, d'attirer les gens vers vos collectes et vos balades en forêt, 75 à ce jour. 75, et je peux vous dire que ne serait-ce qu'une opération, c'est bigrement compliqué, parce qu'il faut tout organiser en amont, préparer le terrain. Par exemple, il faut s'assurer de la sécurité des ramasseurs lors du ramassage, parce que la sécurité, c'est la règle, l'objectif numéro 1. Donc, par exemple, à Briey-en-Gaune, où on est présent depuis, on a fait 7-8 ramassages, tellement que le dépôt est important, il y a une pente comme ça. Donc, pour extraire les déchets, au départ, on montait ça au sac. Mais vous faites ça une fois, 2 fois sur une pente, après, vous ne le faites plus. Donc, depuis, on a mis au point un système de mouflage, permettant à des enfants de 10 ans de tirer eux-mêmes une remorque qu'on a adaptée, sur laquelle on met plusieurs sacs. Donc, tout ça, ça se prépare. Il y a de la communication en amont, il faut aller trouver le matériel gratuit, on a des sponsors, il faut parler aux collectivités locales, il faut trouver les bénévoles. On a la chance d'avoir des bénévoles fidèles qui sont toujours là, mais on veut plus de bénévoles. C'est justement pour cette raison qu'on a invité le FCG, donc l'équipe de rugby de Grenoble, à venir participer à un ramassage. Ça va se faire dans les jours à venir. Pour faire plus de bruit aussi, c'est-à-dire voilà, pour sensibiliser, c'est à la fois pour profiter de leurs muscles, parce qu'ils sont costauds, ils peuvent porter des sacs en quantité industrielle. Oui, 170 tonnes de déchets sur l'ensemble de vos collectes. Là, ça sera peut-être en une fois avec les garçons. Oh là, oui, facilement. Voilà. Donc avec Jalaka, le colosse de géorgien, deuxième ligne, à mon avis, il peut porter plusieurs tonnes en ce voyage. À ce jour, il est suspendu, donc il faut peut-être pouvoir mais pas une toute petite suspension. Voilà, il est suspendu, donc c'est un gentil garçon. Et donc, normalement, ça va se définir dans les jours à venir, là. Ben voilà, et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces déchets ? Alors, vous en faites quoi une fois que vous les avez collectés ? On n'a pas les moyens de les retraiter, voilà. Nous, on les pose dans un endroit, on fait un surtri, on discrimine entre guillemets entre différentes catégories, déchets plastiques, l'emballage, le fer, etc. Et ensuite, c'est les collectivités locales qui s'en occupent. Voilà. D'accord. Et alors, vous ne vous contentez pas, bien sûr, de ramasser les déchets sur notre territoire. Vous allez jusqu'en Afrique, parce que cette démarche, elle doit être globale. En fait, la planète et la propreté de la planète, voilà, on ne peut pas faire ça tout seul et rester près de chez soi. C'est impossible, parce que le déchet plastique, il vole, il voyage. On trouve des objets plastiques qui proviennent d'autres continents. C'est tellement léger, le plastique, que ça vole. Donc, quand on nettoie en Afrique, eh bien, on fait du bien à la planète entière. Et quand on nettoie à France Verte, vous êtes allé dans les écoles. Voilà. Alors ça, c'est l'école Khalid aussi. On a mis au point, on a un label école propre qui permet aux écoles de déjà nettoyer à l'intérieur des écoles, de les débarrasser de toute pollution plastique, microplastique. Ça, c'est l'école Khalidou-Si, située à Grand Yoff. Grand Yoff, c'est une commune de Dakar. Dakar, c'est 21 communes. Grand Yoff. Et à l'issue de ce ramassage, fantastique. Si vous voyez l'enthousiasme, l'implication, la gentillesse de ces jeunes Africains, rien que ça, c'est une expérience, mais c'est pas racontable. Et pas que au Togo, en Côte d'Ivoire. Voilà, au Bénin, en RDC, en Guinée-Conakry, on a 8 antennes en Afrique. Donc on organise toute une série de ramassages. C'est compliqué, on les aide également financièrement avec nos petits moyens. Nous avons des tout petits moyens. Donc voilà. Et ça s'appelle « Je m'attaque au stock de déchets plastiques ». Et nous avons été reconnus d'intérêt général en 2021. Donc, toute personne qui veut faire un petit don pourra ensuite en déduire 66% de son revenu. On a déjà des entreprises qui nous ont fait ce type de don, ça fait du bien. Voilà. On espère que ça va grandir encore. Et vous parliez du FCG qui a entamé, il y a déjà quelques années, une démarche très vertueuse pour moins produire de déchets. Notamment, plus de bouteilles en plastique, mais chacun a sa gourde. Voilà, comme chez vous, on peut acheter nos gourdes et limiter les
plastique. Merci Raoul Urub. On vous laisse la parole d'ailleurs Stéphane tout de suite. Parce que Stéphane, on est quand même passé en un éclair au cocktail, voire au soft, au soleil, à la soupe de légumes. Ça a été quand même assez violent cette année. Hein, l'automne Oui, est c'est arrivé rude, hein. cet été. Et l'été, est-ce qu'il est vraiment arrivé? Ah, à certains moments, oui. Oui, pendant les JO hein, Ouais, aussi. c'est vrai. Voilà, mais pas au début. Voilà, ça pèse automatiquement sur le moral, sur le stress, déjà bien impacté par la rentrée. Oui, on a une dose de stress déjà depuis quelque temps qui s'accumule et on est vraiment sur une période, la rentrée, où ça monte en flèche et les demandes sont là. Oui. Et oui, alors on rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et herboriste, un vieux métier qui ne s'improvise pas. Vous ne faites pas que vendre les plantes, vous les connaissez par cœur. Et forcément, ça commence par là. Oui, c'est Déjà, la plante. ça apaise. C'est déjà un premier geste que de s'intéresser à la plante et voilà, c'est déjà un geste qui soulage et qui apaise. Ah oui, parce que la plante, c'est plein d'histoires déjà, des petites histoires, des légendes. Il y en a sur toutes les plantes, sur toutes les fleurs, ça nous sert des fois de moyen mémotechnique, mais ça nous transporte. Et puis après, on peut aborder les plantes par tous les sens, que ça soit l'odorat, que ça soit le toucher. On peut vraiment faire des choses sympas avec les plantes. Tout à fait. Rien à voir avec les champignons quand on parle de tisane du bonheur avec vous. Non, ça, c'est des champignons qui sont très bons pour la santé, bien sûr. Tous les champignons sont bons pour la santé. C'est ça, Enfin, pas tous. Non, bien sûr, non. Et là, c'est le goût La qui fait plupart. du bien à l'esprit. C'est ça. pour ça. Et là, vous, alors, cet automne, puisque vous distillez toujours vos beaux conseils ici sur Télé Grenoble à chaque changement de saison, là, le changement de saison, c'est l'aubier de tilleul qui fait du bien alors. Oui. Là, franchement, moi, c'est ma plante de saison pour l'automne, l'aubier de tilleul. Alors, parce que c'est une Pourquoi plante dépurative, permet de nettoyer, d'aider à nettoyer l'organisme, chose qu'on aime bien faire au moins au printemps et à l'automne. Ça va soutenir nos fonctions d'élimination, autant au niveau du foie, de la vésicule, des intestins. Mais c'est juste de l'écorce. C'est l'écorce. Oui. C'est le tilleul, le même dont on utilise la bractée et la fleur pour faire les tisanes relaxantes du soir. En juin, quand ça sort. Ah, c'est ça, quand il fait beau, quand les feuilles commencent à se retourner. Mhm. Et là, l'écorce va avoir d'autres vertus qui vont nous aider à nettoyer tout l'organisme. Et on la pose directement dans notre petite passoire et ça suffit. Comment est-ce Alors, que ça se le prépare? mieux, c'est de faire une décoction, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir. On ne va pas juste laisser infuser, tremper dans l'eau, on va faire bouillir la plante. Et ça, je dirais que c'est vrai pour toutes les parties dures des plantes, les écorces, les racines. Et lorsqu'on n'est pas très parfumé, parce que les parfums sont des choses volatiles, et si on fait bouillir, on les extrait. Mhm. Là, l'aubier de tilleul, on le fait bouillir un petit peu, 2-3 minutes, et après on coupe le feu, on laisse tremper 5-10 minutes. D'accord. Vous êtes d'accord que le tilleul, ça apaise aussi. Donc, on peut reprendre la petite sommité de... Comment Bien sûr. on dit ça? On dit la sommité de tilleul, la fleur? Sommité fleurie, voilà, la fleur, et ce qu'on des fois on appelle la feuille de tilleul, parce que ça a cette forme-là, c'est la bractée d'un point de vue botanique, qui est juste sous la fleur. C'est La une petite partie. hélice. Voilà, exactement. Et ça a du goût et de la saveur aussi. Il n'y a Oui. pas que la fleur. Oui, c'est l'intégralité de la fleur avec sa bractée comprise. On la trouve aussi chez vous, autant d'effets. Oui. D'accord. Et ça favorise le sommeil. Sommeil, Et c'est relaxation, et puis c'est un goût formidable, hein. C'est un goût mielé, c'est tout un programme, hein. C'est presque du champagne végétal. On dit qu'on commence les histoires d'amour dans le champagne et qu'on les termine dans le tilleul. Ah, bah oui. Et ou re-champagne ou re-tilleul, Aussi. forcément, selon, c'est peut-être ça la recette d'ailleurs, la clé. Sauf que il n'est pas tout seul, le tilleul. Alors, la tendance en général, est-ce que c'est parti des réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui naissent depuis les réseaux sociaux. L'ashwagandha, c'est une plante Oui. qu'on trouve surtout en Inde. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'origine, Un faux ou un oui. tox? Alors, on utilise beaucoup l'ashwagandha. Alors, on l'utilise un peu pour tout. En ce moment, c'est un petit peu phénomène de mode sur l'ashwagandha. C'est joli, ça fait penser à une petite Edelweiss, là, comme ça, entre la fleur et la feuille. Qu'est-ce que... C'est une fleur. C'est- Oui, c'est une plante assez sympathique. Et par contre, la partie qu'on utilise, là, on la voit pas, c'est la racine, en fait, dans Ah, l'ashwagandha. d'accord. Donc, l'ashwagandha, plutôt pour les vertus relaxantes, principalement, anti-stress.
paraît que c'est révolutionnaire. Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de stress, beaucoup de burn-out. Et l'ashwagandha fait partie de cette grande famille qu'on va appeler adaptogène. Elle va aider l'organisme à lutter contre les méfaits du stress, à s'adapter aux situations. C'est aussi pourquoi les sportifs la consomment, parce qu'elle va aider avec moins de stress, une meilleure concentration, une meilleure performance. Certaines études montreraient aussi qu'elle peut être intéressante dans la prise de masse musculaire. Donc là, c'est ce qu'il a mis sur le devant de la scène particulièrement. Ah oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses sur il faut manger de la protéine et faire du muscle. Ça, vous en avez. C'est comme ça, c'est à cet état qu'on la trouve chez vous. Vous avez une petite. L'ashwagandha, en on France. trouve pas les racines chez vous. Non, elle est interdite à la vente sous la forme plante en l'état. Tout simplement parce qu'elle est suspectée d'avoir une toxicité au niveau du foie. Alors, c'est souvent des choses qu'on entend sur les plantes et ce pourquoi on les restreint d'usage. En fait, l'ashwagandha, lorsqu'il y a eu des accidents, souvent c'était chez des personnes qui avaient des antécédents de problèmes hépatiques, de maladies de foie déjà présentes, ou parce qu'il y avait des contaminants. C'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on veut de l'ashwagandha, le prendre sous forme fractionnée, on ne fait pas de bêtises dans les dosages, et sous forme contrôlée avec des plantes, si possible bio, au moins il n'y a pas de contaminants aux métaux lourds qui étaient sans doute responsables de ces hépatites plus que l'ashwagandha lui-même. Donc, demander conseil à son pharmacien herboriste et à son médecin, c'est encore mieux. On rappelle toujours que tout ceci ne remplace pas la médecine. On parle de bien-être et de bien-être au quotidien par les plantes qui ont des véritables vertus et qui ne s'utilisent certainement pas au hasard et sans conseil. On a la passiflore qui a très bonne réputation. Oui, là, on a une plante qui va être un petit peu plus commune par chez nous. Belle, déjà. Magnifique, magnifique. Avec, là aussi, beaucoup de légendes sur son nom de fleur de la passion, de passiflore, c'est la passion du Christ. Sur les images, on a peut-être pu voir cette forme de couronne d'épines, de clous aussi, de la crucifixion. Voilà, on voit là toutes ces évocations. C'est une plante qui grimpe et qui a des sortes de petites vrilles qui lui permettent de s'accrocher et qui peut aussi évoquer les fouets du calvaire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de bien? Alors, elle suscite la passion, cette passiflore? Elle relaxe énormément, voire même un petit côté antidépresseur. On a des molécules dans la passiflore qui ont le même mécanisme d'action que de célèbres antidépresseurs type Prozac, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la monoaminoxydase. C'est des molécules qui vont ralentir la dégradation d'un neuromédiateur qui est responsable de la bonne humeur. Donc, au moins, on le dégrade. Au plus il est là dans notre cerveau, et au plus on a d'entrain et de bonne humeur. Donc passiflore, anti-stress et petit soleil dans la tête. Alors, anti-stress, en tisane, comment est-ce qu'on la consomme et comment est-ce qu'on peut la trouver chez vous dans votre herboristerie? Ça peut être en tisane, c'est une forme assez pratique. Ça peut être en gélule, surtout quand c'est pour le soir, pour mieux dormir. La tisane, des fois, après, on se lève pour faire pipi, donc c'est contre-productif. Ça peut être sous forme de gouttes aussi. Les teintures mères, donc macération de la plante dans l'alcool. Et jamais trop. C'est comme la lavande, par exemple. L'huile essentielle de lavande, elle est tendance à la rentrée. Pourquoi? Alors, elle est aussi tendance pour l'antistress, mais pour les poux, c'est l'éternel retour des poux le mois de septembre. Ça sera aussi pour le mois de décembre, enfin à chaque vacances quand ils sont là. Donc la lavande, elle nous permet de repousser les poux. Donc ça ne va pas traiter, ça ne va pas tuer, mais pour éviter la transmission et la réinfestation, un petit peu d'huile essentielle de lavande juste en effleurant la chevelure en fait. Directement comme ça, quelques gouttes, on frotte sur les mains et on met un peu dans les cheveux. C'est ça, exactement. L'adulte va mettre sur ses mains et va frotter un petit peu la chevelure. On évite des contacts trop fréquents, on se lave bien les mains après. Il peut aussi y avoir des allergies à la lavande, comme il y en a à beaucoup de substances végétales. Est-ce que c'est un perturbateur endocrinien comme certaines huiles essentielles? Lavande, non. On va être plutôt raisonnable avec la lavande. On a des huiles essentielles. Alors, on a forcément parlé de ce côté perturbateur endocrinien avec des réglementations européennes contre lesquelles beaucoup de nos représentants locaux se sont battus, puisque la lavande de Provence est une ressource naturelle à protéger, un savoir-faire aussi.
C'est l'usage. Voilà. Dans ces conditions et dans ces usages-là, ça va être la fréquence en fait et le mode d'action. Si on reste sur un usage qui touche peu la peau, juste en effleurant le cheveu ou on le dépose sur le peigne même si on veut, et on brosse la chevelure avec, on a extrêmement peu de passages transcutanés, donc canapés pas de risque. Aussi. Alors on peut mettre aussi, oui, on peut mettre aussi un petit peu dans l'environnement pour repousser. C'est le fameux sachet de lavande dans les placards de nos grands-mères pour repousser les mites. C'est un excellent insectifuge de manière relativement large. Donc on se fait plaisir comme ça. Eh bien, merci pour ces conseils. Moi, j'ai trouvé une occasion déjà de venir pousser la porte de votre herboristerie. C'est la fameuse reine des prés qui est la reine de l'été. Moi, j'adore ça, vraiment, cette petite fleur qu'on peut aussi bien prendre en tisane que eh bien, avec l'associer à des mets, et notamment voilà, dans la crème, c'est excellent. Des très très bons desserts. Et ça rappelle l'été, donc ça calme, et on la trouve à la fois en la plante et la fleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme toutes les fleurs, c'est difficile à produire, à cueillir, à sécher, à conserver, donc c'est facilement cher. Ce qui est bien dans la nature, c'est que ce principe actif qui est très présent dans la fleur, il est aussi très présent dans la plante entière. Donc on a quelque chose de beaucoup moins cher pour un usage régulier. Je dirais qu'on veut se soigner pour les vertus antidouleurs, antirhumatismales, antigrippales de la reine des prés. Anti-mal de tête, parce que c'est de là que vient l'acide acétylsalicylique. Tout à fait. Cher aux inconnus, notamment l'aspirine. C'est lui. Oui, on a beaucoup de salicylates dans la reine des prés, comme on en a dans l'écorce de saule. Donc on a ces bienfaits anti-fièvre, antidouleur, anti-inflammatoire, mais aussi les contre-indications de l'aspirine, même si par un mystère entre guillemets du règne végétal, on a moins de contre-indications, sans doute parce que ce n'est pas 100% de l'aspirine, mais qu'on a d'autres substances qui vont venir contrebalancer. Et autant l'aspirine peut être contre-indiquée dans un ulcère à l'estomac, autant ce type de plante, on prend quand même des précautions, mais certaines études tendraient à montrer qu'elles sont plutôt bénéfiques. Donc jamais à la légère, les plantes ont de puissants effets, elles ne peuvent pas être utilisées sans conseil et ne remplacent pas, encore une fois, les médicaments, la médecine. Un herboriste ne remplace pas le médecin, mais il l'aide au mieux-être. Oui, c'est du complément, c'est vraiment une approche complémentaire intégrale. Absolument. Eh bien, on vous garde tout de suite, on a le temps de faire les bons plans. Allez. Après les plantes, après les fleurs, le café. Vous aimez ça? On est toujours dans le règne végétal. Ouais, moi, mon bon plan, ça sera le café Ono. C'est à 2 pas de mon herboristerie. J'y suis régulièrement fourré. Un abonné. Ouais. Des bonnes choses. Je dis pas ça parce qu'ils ont aussi mes tisanes, hein, mais des super cafés de spécialité, des petits repas végétariens qui sont super pratiques sur place ou à emporter, avec un système aussi de consignes pour les plats. Donc c'est nickel de A à Z. Et des petits cœurs qui font du bien sur le café. Ça, c'est bien ça. Ouais. Maxime, on va à l'auberge Napoléon qu'on retrouve dans le Champicook. Oui. On retrouve dans le Champicook. En fait, l'auberge Napoléon, c'est un restaurant d'application de l'association Ariste qui accompagne des personnes en déficience intellectuelle. Et il les accompagne notamment dans le restaurant Napoléon qui est à côté du Jardin de Ville, qui propose service du midi du lundi au vendredi. De s'épanouir dans les métiers de la restauration, de la cuisine et du service. Et ils nous ont proposé 4 magnifiques recettes dans le livre que vous pourrez découvrir. Vous découvrirez aussi leur interview. Ils étaient là à l'inauguration samedi soir au Baradis et j'étais très ému de les accueillir. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller à l'auberge Napoléon, n'hésitez pas. Surtout que c'est un restaurant historique de Grenoble qui a retrouvé beaucoup de sens avec cette démarche-là. Et nous, on monte un peu à la Bastille. Oui, bien sûr, la Bastille, pour moi, c'est vraiment le must de Grenoble. Rien que monter par les parcs, c'est fantastique. Il y a des essences superbes. Et quand vous êtes arrivé là-haut, donc tout ce qu'on voit de la Bastille, c'est fantastique. On voit l'histoire de Grenoble, qui a joué un rôle important dans notre histoire de France, l'histoire du monde également. Donc on voit les Alpes, c'est fantastique. C'est unique. C'est unique, la Bastille. En France, je pense que c'est unique, effectivement. Et c'est accessible en quelques minutes. Qu'il faut faire encore plus savoir. Ah oui, absolument. La Bastille, c'est vraiment... Exactement. Exactement, absolument unique, hein, n'est-ce pas? Ah oui. De même, bien sûr, ne serait-ce que pour prendre un petit peu de hauteur et aller observer les montagnes et l'agitation de la ville qui a l'air si apaisée. En plus, vue de là-haut. Merci beaucoup pour vos conseils, vos bons plans. Merci encore, une très belle réussite. N'hésitez pas, le Champicook.
les balades de Raoul et la santé par les plantes pour votre bien-être à tous. Merci à tous. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.